forever. NBA now and forever. Monsieur, moi je vous propose de continuer un peu sur ce même sujet, hein, avec du coup notre petite preview des finales de conférence. Des finales NBA, pardon. Finales de conférence, n'importe quoi, moi. Et histoire d'introduire un peu ce débat, cette preview, j'ai quelques petites stats sur les deux équipes à vous donner. Les Pacers, voilà, vous savez, énorme pourcentage, que ce soit au global ou à 3 points. Du coup, je suis allé un peu chercher des stats là-dessus, sur les deux équipes, parce qu'OKC, ça a quand même... défense intérieure, c'est très bon, défense extérieure, c'est aussi très bon. Et du coup, OKC, en fait, tu regardes, par exemple, eux, le tir à 3 points, ils comptent pas trop dessus. Parce que du coup, tu vois, ils ont 9 matchs à moins de 35% à 3 points sur ces playoffs. 6 victoires, 3 défaites. Et quand je dis moins de 35% à 3 points, c'est des fois des pourcentages dégueulasses, hein, des 20%, des 22%. Donc voilà, ils ont pas trop besoin de ça pour gagner. Alors que les Pacers, justement, ils ont été très, très forts pour défendre à l'extérieur, hein, notamment contre les Cavs. On se rappelle, les pourcentages des Cavs étaient dégueulasses. Ouais, c'était compliqué. Justement parce que tu as de très bons défenseurs extérieurs quand même sur les Pacers, avec les systèmes en plus de Carlisle. C'était nickel. Du coup, quand tu regardes OKC, eux, ils ont pas besoin de ce tir extérieur pour gagner, alors que les Pacers, ils préfèrent défendre sur l'extérieur quand même. Et après, tu vois, je suis allé chercher des stats sur les Pacers. Mm-hmm. Eux, ils ont 12 matchs à 35% ou plus de loin, dont 9 à plus de 40%. 12 victoires. Voilà. Donc, tous les matchs que tu as gagnés, tu es à minimum 35% de loin. Et tous les matchs où tu étais en dessous, tu les as perdus. Ouais, quand ils sont à droit, ils gagnent les matchs, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Non, mais pour être à droit, il faut créer des décalages. C'est ça la clé. Et quand tu crées des décalages, automatiquement, tu as de l'espace qui se crée et tu as le temps de positionner ton shoot. Et quand ton shoot rentre, toute l'équipe gagne en confiance. Frère. Vas-y, maintenant, tu voulais parler, frérot. Déjà, pour juste introduire sur les finales, parce que j'entends un peu à gauche, à droite que oui, il y a un aspect inédit parce que c'est peut-être les deux plus petits marchés de la NBA. Mais il y a quand même une chose qu'on observe depuis des années, c'est que ce soit les victoires de Milwaukee, de Denver, c'est pas forcément les plus gros marchés de la ligue. Tu vois. Même Miami qui a un gros marché c'est pas New York, c'est pas LA, tu vois. Ouais. Donc on constate, là les gens sont quand même assez surpris, mais si tu regardes bien, c'est les équipes, on va dire, qui travaillent le mieux, qui sont récompensées sur ces dernières années. Et on voit bien que les gros marchés, vous en avez fait un débat, je crois, il y a quelques mois, les gros marchés ne travaillent plus aussi bien qu'avant. Donc ils sont, je sais pas s'ils sont trop concentrés sur l'aspect marketing, etc. Si. On voit comme par exemple avec les Lakers, qui sont l'exemple typique, tu vois. Mais moi perso, je suis pas surpris de voir que des équipes avec des marchés beaucoup moins importants arrivent à un certain niveau de compétition, parce qu'ils sont dans une cohérence sportive, dans une continuité, et ils sont même s'il y a une tête qui sort du lot dans le jeu, il y a quand même une cohésion. Là, sur ces deux équipes-là, il y a quand même une cohésion qui se dégage, qui font que voilà, il y a très très peu de choses à redire sur leur collectif. Ils ont bien sûr leurs points forts, leurs points faibles, je pense qu'on va aborder. Mais sur les finales en elles-mêmes, pour moi, c'est les deux équipes les plus cohérentes, en tout cas sur la saison et là sur les playoffs avec Indiana, qui sont là. Et c'est mérité. Donc les histoires de gros marchés, petits marchés, là, je pense qu'il faut que les gens, notamment sur la commune NBA France, ils ont une vision très je sais même pas quel terme qualifier, mais ils ont une vision très très autiste en fait du basket, où ouais, gros marché ça doit être là, petit marché ça doit être là, ou je sais pas trop comment ils voient un peu le basket, mais ça marche pas comme ça en fait les gars, tu vois. Et les résultats des dernières années nous le montrent. Essayez d'aller chercher un peu plus loin les raisons qui font que ces équipes-là justement arrivent à passer devant les gros marchés, et que du coup l'aspect marketing prend de moins en moins d'importance, ce qui est une très très bonne chose déjà, tu vois. C'est très bien que tu mentionnes ça, parce qu'en vérité, c'est le couronnement du basket, Maps. Le basket l'emporte sur ces séries de playoffs qu'on a eues sur le printemps NBA. Et en fait, on parle des Pacers et du Thunder, mais on peut même aller plus loin dans
dans l'idée avec les Cavs qui finissent premier de la saison Ouais, les Cavs, régulière à ouais, l'Est, par exemple, même si on les aime pas. j'allais le mentionner, mais comme j'ai pas envie que Quentin se mette torse-poil, C'est pas forcément ce qu'on veut, hein. j'avais pas envie de les mentionner. Si, vous aurez kiffé. Comme on a dit qu'on arrête culte. Voilà, mais pour élargir le spectre de ton développement, ouais, bien sûr, les Cavs rentrent en ligne de compte, les Bucks ils sont champions 21, Denver champion 23, les titres MVP viennent en effet mettre la plupart des small market également, Toronto 19, et Shai Alexander qui est aussi MVP du côté du Thunder aussi, d'une franchise qui est très très loin d'être exposée dans la ligue et qui n'a pas les meilleurs revenus non plus. Donc, avec tout ce parallèle-là, on voit la construction des équipes qui sont fondées et qu'on voit maintenant en fin de saison. Mais regardez même l'écart qu'il y a en termes de qualité de basket, notamment à l'Est. Moi, je suis supporter des Pacers depuis 2000-2001. Soyons clairs, sur ces playoffs-là, déjà la différence de gabarit qu'il y a entre les Knicks et les Pacers. Si on regarde bien la finale de conf, les Knicks, physiquement, ça pèse. On l'a vu au rebond où tous les matchs, ils étaient clairement devant. Mais quand il s'agit de courir sur la longueur d'une rencontre, avec le tempo qu'imposent les Pacers, c'est logique que des carcasses comme les Anunoby n'arrivent pas à tenir. C'est logique comme des Karl Anthony Towns, physiquement, n'arrivent pas à tenir et qui créent maintenant des décalages, que ce soit en 1 contre 1 ou que ce soit sur de la rotation défensive, qui ne suivent pas le tempo. Donc, avec tout ça, automatiquement, la configuration des équipes, notamment de ces seconds marchés-là, ils vont plutôt miser sur de la cohésion d'équipe plutôt que sur des gros contrats, transferts, c'est bien, ça sort, on propose 85 millions sur 2 ans. Ben non, là, sur ça, elles ne pourront pas s'aligner. Donc, elles vont plutôt miser sur le fait d'optimiser le joueur dans sa configuration de jeu avec ses coéquipiers. Ça a clairement matché au cours de tout le printemps Pacers, parce qu'on ne les attendait pas là. On a vu le début de saison des Pacers où c'était assez moyen. Le Thunder a clairement montré sa vitesse de croisière dès le début de saison. Ça s'est clairement vu. Ils finissent avec 68 victoires en saison régulière. Donc aujourd'hui, les voir en playoff, c'est plus surprenant pour les Pacers, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'ils ont produit, en fait, il n'y a rien à dire. Bah regarde, tu peux même faire le parallèle avec Minnesota. Oui, qui fait encore une fois une finale de conf. Hein. Oui, mais une équipe très physique, qui passe une grosse partie de son jeu sur l'intensité, sur le 3 points aussi, mais de manière différente des Pacers, parce qu'ils ne l'amènent pas de la même manière. Non. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient de ces deux équipes-là qui ont échoué en finale de conférence? C'est que dans l'élaboration de leur jeu, de leur gameplay, c'est limité. Ouais. Tu vois, c'est limité. Tu vas avoir à chaque fois le même modèle où tu as Bronson d'un côté ou comment il s'appelle, Ant de l'autre côté. Qui va avoir le ballon, mais quand ces mecs-là ne sont plus dedans, tu sens que derrière il y a plus de relais. Alors que tout à l'heure tu mentionnais le fait que Haliburton soit parfois cadenassé et qu'on le voit plus, mais derrière ça quand même tu as des mecs Nembar qui peut réagir et tout. Comment ça s'appelle, un truc tout bête, hein, un McConnell qui rentre, qui va pas avoir des stats clinquantes, tu vas te dire mais quelle est son utilité dans le match, mais la manière dont il tient le ballon, dont il va faire un peu faire tourner le chrono pour essayer de trouver le meilleur shoot, c'est ces choses-là qui font qu'en fait les Pacers, il y a d'autres choses, hein, il y a de la grosse défense, il y a de la transition, il y a plein de choses. Mais par exemple ça, je ne l'ai pas vu côté Minnesota ou côté New York quand Bronson était un peu moins bien ou quand Ant était moins bien, tu vois. C'est ce lien collectif là avec les autres, tu vas voir. En fait, les seules choses où ces équipes-là arrivent à tenir quand leur franchise player est en dessous, c'est d'avoir un mec qui émerge un peu et qui fait un peu le match de sa vie, comme Alexander Walker avec Minnesota ou Randle parfois. Ou parfois Bridges ou Anunoby qui vont mettre des gros shoots. Mais sinon, ça va pas trop loin, tu vois, en termes de gameplay, tu vois. Exactement. Et ensuite, pour terminer, tu vois, vous avez dit que OKC, dans la régularité, c'est impressionnant. Ce qu'ils font depuis le début de saison, etc., ce qu'ils ont fait sur les playoffs, j'ai rarement vu ça. Une équipe aussi performante, aussi cohérente de octobre à juin, c'est incroyable. Le bilan parle pour eux, les playoffs parlent pour eux. Mais par exemple, tu vois, une équipe comme Indiana, je me rappelle de Damas, tu pétais les plombs en début de saison sur leur défense. Des matchs à 140 points tous les 2 jours, etc. Mais si tu m'aurais dit que Indiana arriverait sur le post-season à avoir des séquences défensives aussi élaborées, aussi bon, et à se passer du coup du jeu de transition aussi facilement, mais je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Indiana, ça sort au premier tour et ils vont jamais confirmer. Ce que j'ai vu d'Indiana, en tout cas sur cet hiver, jamais je me
cette équipe-là allait gagner un tour de playoff. On est Au d'accord. maximum, final, tu vois. Ouais, demi. Ouais, voilà. Mais quand tu vois le travail qui a été fait là sur ce qu'on n'a pas forcément vu en saison régulière par Carlisle sur les autres aspects du jeu, tu peux que t'incliner. Tu te dis que ces deux équipes-là, ils méritent leur place, tu vois. Il y a pas. Ah, Pour moi, complètement. c'est les deux équipes qui jouent de la meilleure des manières qui sont là. Il y a même Absolument. Ben, si tu veux, Quentin, moi, je suis déjà chaud pour engager les duels majeurs. Alors, j'ai un duel plutôt collectif avant Ouais. à te proposer. C'est au niveau des prises de rebond. Ouais. Ah ouais, c'est Parce pas, que c'est pas des équipes au top. Hein. Bah, ok, ici, ça va encore, tu vois, ils prennent 44,3 rebonds par match Oh, au pardon, total. Les Pacers, eux, 39,6 rebonds. c'est faiblard. Donc, t'as 5 rebonds d'écart. Mais en fait, rebond défensif, c'est exactement le même nombre de rebonds défensifs que les deux Ouais. équipes prennent. Donc 32,8 pour OKC et 32,6 pour les Pacers. Bon, c'est pareil. Le problème, ça va se trouver au niveau des rebonds offensifs. Parce que les Pacers sont la pire équipe sur rebond offensif des playoffs, avec Après, ça, c'est normal. 6,9 prises. Et c'est Mais bien. tu as 6,9 rebonds offensifs par match. La deuxième pire équipe des playoffs en moyenne, c'était les Lakers. Les Lakers prenaient 9,9 rebonds offensifs par match. L'écart. Après, pour moi, c'est logique. En fait, c'est pas les deux, c'est sûr que c'est pas les deux équipes qui sont les plus forts dans ce domaine-là. On a vu OKC être en difficulté face à Minnesota sur ça. On a vu les Pacers être en difficulté sur ça face à New York. Pour les Pacers, je trouve que c'est un peu plus logique parce que leur jeu se base beaucoup aussi. Ils ont des gros volumes de tirs, des gros pourcentages à 3 points. Donc forcément, c'est logique que tu aies beaucoup moins de rebonds, tu vois. C'est des rebonds plus longs, donc Ouais. la défense est devant, donc c'est plus logique. Mais pour OKC, et justement, avant que Damas, tu commences sur les duels, c'est plus problématique parce qu'ils ont un jeu beaucoup plus varié. Et comme tu disais, Quentin, ils sont beaucoup moins dépendants de leur adresse extérieure pour gagner des matchs. Ouais, tout à Et fait. si en plus tu prends pas beaucoup, enfin, tu prends moins de tirs à 3 points que la plupart des équipes, mais que derrière, donc ça veut dire que tu as plus de jeux intérieurs, mais que derrière ça, t'as des chiffres aussi faibles au rebond. Je pense que Indiana, ça peut être une piste à exploiter pour eux, tu vois. Alors que pour Indiana, je trouve que c'est beaucoup plus logique parce que quand ils sont dans leur run de stop défensif, etc., c'est souvent des shoots très très rapides. Donc forcément, moins de chance de rebond, tu vois. Donc sur cet Après, aspect-là du rebond, Indiana est en dessous, mais pour moi, c'est pas si grave que ça, tu vois. après, tu regardes J'ai mon le avis nombre, là-dessus. Vas-y, tu Quentin. regardes le nombre de rebonds offensifs pris par OKC. Ils sont, en gros, ils sont au milieu de tableau, tu vois, si tu prends toutes les équipes des playoffs. Mais ils prennent autant de rebonds offensifs que les Knicks et les Wolves. Ok. Tu vois, ça se joue à 0,1 et 0,2 prises par match, donc on peut dire que c'est les mêmes. Tu vois, c'est là où je me dis que ça va être compliqué parce que à Indiana aussi, au niveau de la taille, t'es un peu en dessous. Parce que forcément, OKC reviennent un peu à l'ancienne. Hein. Ils alignent souvent des Chet, Hartenstein qui fait du bon boulot au rebond offensif. Et puis chez les Pacers, t'as pas d'énormes rebondeurs non plus. Non, t'en as pas. Et c'est vraiment là où moi j'allais mettre le bas qui blesse. Pourquoi en fait les Knicks ont pu se permettre de gagner 2 matchs au cours de cette finale de conférence Est? C'est grâce au rebond offensif. Quand les Knicks n'ont pas le rebond offensif, ils étaient perdus. Et le problème du Game 3 qu'on perd dans une série qu'on aurait dû gagner 4-0, j'insiste sur mes mots, c'est qu'au rebond offensif, en fait, t'as Mitchell Robinson qui a clairement tenu la série. Voire même Josh Hart qui a aussi fait de très bonnes rentrées au niveau du rebond, où il finit avec de meilleures moyennes que Miles Turner et que Pascal Siakam. Le meilleur rebondeur sur cette finale de conférence Est côté Pacers, c'est Tyrese Haliburton avec 6 rebonds de moyenne. C'est inadmissible. Et ça, c'est vraiment le point noir du côté de cette équipe-là. Et le Thunder qui présente peut-être pas des profils très grands, hormis les 2 intérieurs majeurs que nous connaissons, que sont Chet Holmgren et Isaac Hartenstein, t'as affaire à quand même à de sacrés bagarreurs, à de sacrés mecs qui sont capables d'aller à la lutte. Nous, côté Pacers, celui qui est capable de faire ça, c'est Aaron Smith, à la rigueur. Tu vois, où physiquement, il présente quand même certains points de garantie, voire Thomas Bryant et Obi Toppin également, mais qui n'est pas forcément si rebondeur que ça. Il est aérien, mais il n'est pas très bon rebondeur. Donc sur ça, à la rigueur, il y a vraiment moyen à ce que le Thunder puisse avoir un sérieux avantage. Si on parle de l'aspect collectif, avant de rentrer dans l'individuel, les frérots, regardez, moi c'est très simple. On sait très bien que les Pacers, ils ont un certain rythme. Si le Thunder réalise, comme il le fait depuis le début des playoffs, des retours défensifs
comme ils l'ont toujours fait, même s'ils n'ont jamais affronté une équipe comme les Pacers, s'ils arrivent à très bien le faire, ça va être difficile pour les Pacers de pouvoir faire front dans cette série. Parce que sur demi-terrain... C'est l'axe majeur où le Thunder devra absolument des Pacers. Absolument. C'est vraiment le point majeur sur lequel le Thunder doit être vigilant. C'est les retours défensifs après rebond pris par les Pacers quand ils prendront un rebond. Parce que moi, Miles Turner rebond, c'est une catastrophe. Je suis vraiment pas content de ses prestations lors de ces finales de conférence. Mais c'est un autre sujet. Côté Pacers, là maintenant où ça va être intéressant pour eux de pouvoir faire front, ça va être automatiquement d'imposer leur rythme. Si le Thunder impose son rythme et qu'il score, parce que ce qui est intéressant avec les Pacers, c'est que quand ils scorent, psychologiquement, il y a une liberté, il y a une assurance qui commence à se dégager. Tu sais que les mecs, ils vont te faire mal. Tu sais que les mecs, ils vont te gonfler ta mère. Donc, ce qui se passe, c'est que le Thunder, la clé, ça va être le retour défensif, mais également de couper les transitions de passe, d'être dans les trajectoires de passe, ce que savent très bien faire le Thunder. La seule... mais vraiment, les Wolves, ils ont coupé la relation Edwards, que ce soit dans la pénétration, que ce soit même dans la passe D. Parce que Edwards, il finit qu'avec 4,6 passes de moyenne sur la finale de conf. Mais c'est un énorme écart entre ce qu'a proposé les Nuggets et ce qu'ont proposé les Wolves. C'est là où on a vu que les Wolves, en fait, c'était clairement limité, en fait, les frérots. Moi, il y a plein de mecs qui étaient là, Edwards, il est au-dessus de Shai, Edwards, je disais, les gars, du calme. C'est pas pour rien qu'en fait que Shai, ça fait 2 ans maintenant qu'il donne la course du MVP. Donc faisons attention avec ça. Collectivement, il n'y a pas photo sur cette finale de conf. On a vu, frère. Donc là, en vérité, les Pacers, il y a collectivement où ils doivent faire un effort. À vrai dire, on peut faire confiance à Rick Carlisle pour trouver des alternatives à cette situation. Parce qu'il a prouvé durant tous ses playoffs, même s'il n'a jamais affronté, selon moi, une défense comme le Thunder. Donc tous les deux, il y a de l'inédit dans cet affrontement. Et dans les confrontations individuelles pures, là, il y a des choses à dire. En fait, tu parles de l'aspect des retours défensifs de OKC, ça sera l'axe majeur. Mais le deuxième truc, c'est qu'une fois que le retour est fait, ça va être surtout la défense extérieure pour limiter les 3 points. Ouais, ils sont capables de le faire. Ouais, ils sont capables de le faire. Sauf que le problème, c'est que... Le problème, en fait, pour l'équation pour OKC, c'est qu'ils n'ont jamais affronté ce genre d'équipe-là, comme tu l'as dit. Absolument. Et en fait, OKC, là, ils sont récompensés parce qu'ils prennent des risques en défense, tu vois. Notamment sur des prises à 2 qui sont très, très bien faits. Tout à fait. Où ils font, en fait, ils choisissent leur poison, entre guillemets. Et comme tu l'as dit, le problème, c'est que les Pacers, s'ils commencent à mettre, c'est très, très, très relou à arrêter, tu vois. Là, est-ce que ces risques-là, ils vont les prendre? Moi, je suis pas sûr. Moi, je vois plus une configuration où le Thunder va essayer de calmer le rythme, jouer un peu sur un faux rythme, sur attaque placée, où ils savent qu'ils vont aller chercher un peu loin dans les possessions, là où Indiana n'est pas forcément à l'aise, tu vois. Mais s'ils commencent à rentrer dans un truc de run and gun, etc., avec les Pacers, ils sont foutus, tu vois. Je pense qu'ils vont perdre au moins un game à domicile si vraiment ils rentrent dans un rythme de jouer rapide, etc., etc. Moi, je pense que ça va ralentir le rythme pour, justement, refaire des meilleurs retours défensifs. Par contre, c'est ça que je disais. Si OKC reprend les mêmes risques qu'ils ont pris contre Minnesota, c'est-à-dire des prises à 2, avec vraiment, tu vois Luke Dort qui était vraiment dans la raquette, et tu voyais un mec libre à 45 et dans le corner. Contre Minnesota, ça passe. Ça passe, ouais. Contre les Pacers, avec la vision de jeu d'un Haliburton ou même d'un McConnell, laisse Naismith tout seul dans le corner là-bas, où il y a tu vas te faire gonfler. Turin dans le corner pendant 3-4 possessions dessus, je pense que tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash. Tu vas prendre ta sauce. Voilà, c'est ça. Et on sait que les Pacers marchent à la confiance. Dès que ça commence à rentrer, ils sont intenables. Donc je pense que OKC va être beaucoup plus prudent. Tu vois, pas sur les retours défensifs et tout, mais sur les prises de risque sur l'attaque placée, je pense que ça va être un peu... Ils vont quand même un peu tempérer, regarder ce qui se passe, tu vois, et ramener le match sur une configuration beaucoup plus classique en baissant le rythme, tu vois. Donc, ça sera intéressant pour eux. Ça sera intéressant pour eux parce que plus le rythme sera lent, plus ils seront capables de lire ce que vont faire les Pacers en attaque, plus ils pourront se positionner sur les lignes de passe, et on peut faire confiance à Caruso pour ça, sans compter que McDaniel peut très bien changer les formations défensives au niveau des playbooks, avec l'exemple qu'on avait avec Caruso par exemple, sur Nikola Jokic. Donc, tous ces points-là peuvent être intéressants. La seule contrainte, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'au Pacers, tout le monde s'est shooté. C'est ça.
Tout le monde s'est shooté. Thomas Bryant nous a clairement impressionné sur le Game 6 en mettant 2-3 points sur le corner. Il a Même mis un. Shepard, qui a des bons, qui a des Je bons sais pas, passages. il y a des bons passages, même en défense, on a vu Snap comme il fallait. Et au niveau des confrontations individuelles, automatiquement, il y a un nom que je vais mettre en évidence. Et le pourquoi il n'a pas reçu ce titre d'MVP des finales de conférence Est, c'est Tyrese Haliburton. Physiquement, il va faire face à l'équipe qui va le plus lui rentrer dedans depuis le début du printemps. Vu que les Bucks ont fait les cons en défense, les Cavs, n'en parlons même pas. Les Knicks ont voulu faire les mecs mortels, mais on a vu de suite qu'ils étaient limités avec les Bridges, tous ces petits bolos là. On a vu qu'ils étaient limités. Mais là, du côté du Thunder, Tyrese Haliburton a vraiment du répondant en face, en première ligne, avec de suite Luke Dort. Même Shai peut défendre sur lui. Ils vont tous se relayer comme ils ont fait sur Hunt. Exactement. Ils vont tous se relayer en défense pour ça. Après, Tyrese a une meilleure qualité de passe que Hunt, on le sait très bien, de manière, il joue même pas le même passe. Selon moi, petit aparté, c'est censé être la ligne arrière du Team USA pour les JO 2028. On va fermer les clapets entre Edwards et Haliburton, mais ça, c'est un autre sujet. Et Tyrese Haliburton a tout intérêt, et le Thunder, les Pacers ont tout intérêt à pouvoir mettre en place du jeu en mouvement pour pouvoir contrer le Thunder. Parce que le Thunder, sur 1 à 2 possessions, ils arrivent de suite à lire ce que tu vas faire par la suite. Et après, c'est terminé. Là, en vrai, c'est le basket. Moi, je dis c'est le basket cérébral qui est censé l'emporter dans cette série. Là, on peut vraiment se régaler. Et même à l'intérieur, et même sur les postes extérieurs. Parce que Shai Gilgeous-Alexander, il va faire face aussi à un autre Canadien. En parlant de Andrew Nembhard, qui a fait une très, très belle prestation face à Jalen Brunson, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Brunson, qui est d'ailleurs le meilleur scoreur de toute la série de cette finale Est, et surtout avec 50% de shoot pour Jalen Brunson. Donc moi, je voulais quand même le saluer sur ce podcast. Mais les frérots, SGA, il va affronter son compatriote en 1 contre 1. Si ça se passe mal après, t'as Naismith. Même SGA a de la confrontation en défense. Il y a de la bastonnade. Après, juste pour finir, avant que Quentin, tu reprennes le relais, l'aspect intérieur. L'aspect intérieur aussi, faut voir comment ça se passe parce qu'en fait, du coup, là, en fait, je pensais à un truc. Shed bénéficiait aussi du fait d'avoir sur lui des mecs pas très mobiles. Mais là. En défense contre lui? Oui, en défense contre lui, tu vois, je trouvais. Mais là, avec un profil comme Siakam, Shed, il pourra pas driver. Tu penses? Moi, je pense qu'il peut pas driver. Si Siakam Shed est plus en attaque, il pourra pas attaquer le cercle. S'il a Siakam face à lui, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très, très, très difficile pour lui de faire sa fin de tir, revenir s'arrêter, un peu jouer des moves pour aller finir auprès du cercle. Comme Kat l'avait fait. Mais sauf que Kat avait une dimension physique où tu voyais qu'il était beaucoup plus grand que Siakam, même Holmgren, tu vois. Holmgren, on sait que au niveau de la, tu vois, du combat et du mastic. De l'impact, il vole un peu, tu vois, sur les duels parfois. Il vole un peu, ouais. Il a de la longitude pour contrer, c'est vrai, mais physiquement, il n'est pas encore. Moi, non, je parle de vraiment quand il a la balle en attaque, tu vois. Et je le vois mal aller faire la même chose que ce qu'il a fait sur tous les playoffs face à un Siakam. Tu vois, déjà, dès le premier pas, Siakam, on connaît appui latéral très, très tonique, très, très fort. Il sera bloqué. Pour moi, il sera bloqué. Et du coup, déjà, ça fait une option au moins pour le Thunder. C'est censé être une option au moins. Oui, non, si ça se passe comme je le décris là, tu vois. Absolument. Maintenant, Stein, ça dépend en fait dans quelle mesure aussi Turner va rentrer dans la série et pour faire quoi. Tout à fait. Tu vois. Et pour moi, sur ce que j'ai vu des playoffs, l'attaque des Pacers, je m'en fais pas. Pour moi, les Pacers, c'est la meilleure attaque de la NBA. Ah ouais? Pour moi, c'est la meilleure attaque de la NBA. Ils sont même, offensivement, je trouve qu'ils sont même au-dessus d'OKC, tu vois. Sauf qu'OKC est tellement fort défensivement qu'on se dit, est-ce que les Pacers vont pouvoir dérouler leur jeu? Maintenant, comment Turner va aborder le match dans son rôle et mentalement? Pour moi, il faut qu'il soit plus là pour être dans le combat, dans la mastique, dans le rebond, tu vois. Comme Hartenstein a pu le faire, a pu aborder le match contre Jokic, tu vois. Sauf que c'est très bien battu, hein. Très bien battu. C'est pas Jokic en face. Donc, et là, Turner, pour moi, doit un peu s'éclipser offensivement et arrêter de sortir à chaque fois une action sur 2 à 3 points, même s'il peut mettre, hein, ça n'est pas le problème. On peut laisser le match venir à son compte et vraiment se concentrer sur l'aspect défensif et de la protection du cercle, parce que sans ça, ils sont morts.
Shai, il va driver à toute barzingue, il va les agresser. Jalen Williams, ça va être pareil. Il va falloir l'aider sur de la mi-distance. Et Turner et Toppins, s'ils font pas ce travail-là et mettre un peu l'aspect offensif de côté, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que justement, comme tu dis, tout le monde s'est shooté. Naismith, Shepard, Mathurin, Haliburton, j'en parle même pas. Siakam, ils savent tous shooter. Donc, il faut que des mecs comme Turner ou Toppins, etc., se sacrifient. Là, tout le monde pourra pas participer à la fête. Surtout au rebond surtout au rebond. Hein. C'est ça que je parle. Là, tout le monde pourra pas participer à la fête où tout le monde va prendre ses munitions à 3 points. Là, sur la finale NBA, ça va pas exister parce que déjà, le OKC te le permet pas. Et en plus de ça, t'as des carences que t'as pu montrer sur certains aspects où tu vas te faire peut-être punir par des mecs comme Archenstein, tu vois. Donc, les Pacers, ok pour le full attack, mais il va falloir aussi faire des sacrifices pour certains, tu vois, si tu veux t'en sortir. Pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais. Si on n'ose pas le niveau physiquement parlant, que ce soit au rebond, donc au box-out aussi, parce que ce qu'a fait Robinson, en fait, psychologiquement, je vais terminer par là, les Pacers se préparent déjà à être dominés, je pense même au niveau du rebond, et ça, c'est inadmissible. Ils s'étaient déjà comme ça. Hein. Avant la série face aux Knicks, psychologiquement, ils se disaient déjà, ah ouais, on sait qu'on risque de souffrir. Non, les frérots, là, il n'y a pas le choix, en fait, parce que sinon, tu vas prendre ta boost. Tu vas prendre ta rousse, sans compter que du côté du Thunder, beaucoup également savent shooter à 3 points. Les Isaiah Jones, les Wiggins, les petits bonhommes, là, toute la bande de la cour de récréation, là, emmenée par Shea, là, qui a toutes les billes. Tous ces mecs-là, sans compter même Caruso, qui a l'expérience des finales NBA et qui est une intelligence de jeu. Caruso, mais qu'est-ce qu'ont foutu les Lakers? Enfin, bref, vas-y. Je parle pas les Lakers, les Bulls. Non, les Bulls, ils étaient en bout de course. Les Bulls, encore à la rigueur, ils étaient en bout de course. Ils passaient leur temps. Je parle de la contrepartie. Ah ouais, c'est vrai. Tu te souviens de ce trade de merde, là? Josh Giddey et puis voilà. Ah ouais. Il n'y avait pas de pique, rien. Ouais. Et c'était ouf. Enfin bref, on passe le sujet. Moi, ça va être très simple. Si jamais le Thunder arrive psychologiquement à dérouter l'attaque des Pacers, ça peut aller très vite. Ah, ça peut être très très chaud. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Hein. Rick Carlisle a plus d'un tour dans son sac. De toute manière, c'est peut-être le meilleur coach de ces playoffs, j'estime, en termes d'ajustement. En fait, et lui aussi a connu les finales NBA. T'as dit quoi? Et lui aussi a déjà connu les finales NBA. Et lui aussi a déjà connu les finales. Et il les a déjà remportés en 2011 face aux voyous du Heat, de LeBron James et de Dwayne Wade. Donc, avec tout ça, bon, j'estime qu'il y a quand même matière à faire, mais Tyrese Haliburton, même il y a un autre duel qui va être intéressant, c'est Jalen Williams, qui a fait de très très belles finales de conférence Ouest. Je crois qu'il a 41% à 3 points, il a trouvé ses spots comme il fallait du côté face aux Wolves, qui était clairement décimé, dépassé. Aaron Nesmith, il y aura également de la confrontation. Ça ne sera pas la même chose, à mon avis, parce que Nesmith, soit il fera face à SGA en défense, parce que ce ne sera pas Tyrese Haliburton qui va le faire, hein, soyons clairs, ou soit ce sera Nembhard. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire que Jalen Williams, soit il va se retrouver face à Nembhard, ou soit face à Nesmith. Donc la confrontation sera quand même intéressante pour lui, parce qu'il aura un avantage de taille. Il a plus de talent que OJ Anunoby par rapport au final à l'Est. Donc, lui, il a intérêt à continuer sur cette dynamique qui a eu lieu lors de ces finales Ouest, pour envisager, pourquoi pas, une espèce d'être prépondérant dans ces finales et envisager le titre d'MVP des finales, pourquoi pas? Puisqu'on te donne maintenant au second couteau aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que ça va pas être très très simple. T'as quand même une petite opposition de style entre les deux. Ouais. Ah, attends. Mais c'est bien, c'est intéressant, ça montre à ce que ce basket-là, le basket champagne, le basket des très gros joueurs ont été punis durant ces playoffs, ont vraiment subi durant ces playoffs, que ce soit à l'Ouest avec les Lakers, les Warriors qui en demi-finale ont été inexistants malgré bien sûr les absences de Stephen Curry et la convalescence de Jimmy Butler, mais vous êtes pénalisé quand votre équipe n'est pas au complet au niveau des points majeurs, notamment à l'intérieur. Les Lakers, Rudy Gobert, il finit avec 27 points, 24 rebonds, frère. Moi, j'avais moyen. Mais tu vois, pour revenir un peu sur l'histoire des rebonds, tout ça, c'est vrai que Miles Turner, ça n'a jamais été un grand rebondeur, mais il va falloir qu'il se bouge le cul, tu vois. Ouais, mais complètement. Parce que Jaren Jackson Jr., on l'a clashé plusieurs fois pour ça.
Miles Turner, s'il recommence à te faire des séries à 4 rebonds, on va le clasher tout pareil, quoi. Parce Ah que non, c'est inadmissible. tu fais 2m11, tu me prends 4 rebonds de moyenne. Ah non, 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 Là, c'est- Hartenstein a tout intérêt à pouvoir appuyer là-dessus. Vraiment. Là, il y a un point sur lequel. Ouf. Non, mais c'est ce que je veux me répéter, mais c'est ce que je te disais par rapport à Turner. Là, il va falloir le scoring, là, il va falloir qu'il prenne ce qui vient à lui. Et Ouais. parfois, tu sais, parfois, là, il a besoin de relayer à Liberton, etc. Sauf que là, du coup, vu que Siakam sera sur Chet, et que je pense qu'il va quand même globalement le contrôler, il aura juste à se focaliser sur ça. Et frère, tu fais quoi? Il fait combien de Turner? 2m11, 2m13? Il fait De 2-11. 11, ouais. 2m11. Ouais, là, là, il doit être un aspirateur. Là, il doit prendre tout ce qui passe. Il doit pas, parce qu'il y a aussi ça dont on n'a pas parlé. Ok, ici, c'est une équipe qui se nourrit beaucoup aussi des Sûr. deuxièmes ballons, des troisièmes ballons. Et ils le font pas à la Boston en shootant directement. Ils vont reprendre le ballon, ils vont refaire une position, ça va redérouler, et ça fatigue une défense. Donc, si moins tu laisseras de deuxième chance à OKC, plus tu auras de la chance de survivre dans la série, tu vois. Absolument. Mais regarde, tu vois, là, j'ai les stats au rebond sur les playoffs, sur les rebonds offensifs. Turner, c'est 1,2 rebonds offensifs par match. C'est meilleur des Pacers. Hartenstein, Combien c'est Combien 1,2 rebonds offensifs. C'est ridicule. Et c'est le meilleur côté Pacers. C'est ridicule. Côté OKC, le meilleur, c'est Hartenstein. 2,8. Après, encore une fois, c'est le jeu des Pacers qui fait qu'ils Ouais. prennent pas beaucoup de rebonds off. Moi, je pense que c'est surtout l'aspect rebond défensif. Si qu'ils en prennent pas beaucoup, à la rigueur, c'est pas grave sur les rebonds off. Mais sécurise le rebond défensif avant tout. Ouais, tu dois le faire. De toute manière, si tu veux mener du pace, si tu veux mener du rythme, si tu veux mener de l'attaque rapide, tu es obligé de prendre du rebond défensif. Tu es obligé. Ouais. Et pour ça, les configurations 1 contre 1. Après, je fais confiance à Rick Carlisle et même McDaniel sur l'évolution de la série en termes d'analyse vidéo. Contre les Knicks, on a bien regardé les finales de conf. En fait, lors du premier match, Jalen Brunson a énormément scoré sur la tête de Naismith, voire de Nembhard, mais sur les autres rencontres, il a toujours continué à scorer, c'est vrai, mais beaucoup plus difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'analyse vidéo où les mecs mordaient moins la feinte face à Jalen Brunson. SGA, c'est une autre configuration, avec un joueur peut-être un petit peu plus mobile, avec un footwork un petit peu plus différent que Jalen Brunson. On peut faire confiance à Rick Carlisle à pouvoir faire évoluer cela. De toute manière, pour battre OKC, tu es obligé de ralentir SGA. Mais après, il va falloir faire attention aussi aux fautes. Parce que sur beaucoup de matchs que j'ai regardés, bah après là, c'était contre les Knicks qui sont beaucoup plus dans le combat, c'était chiant. Mais tu avais l'impression sur tous les matchs, les joueurs majeurs étaient sous la menace de faute et ne pouvaient pas parfois bénéficier de leur temps de jeu comme ils auraient pu. Tu vois. Là, si un mec comme Naismith ou des mecs comme Mathurin prennent des 2-3 fautes assez rapidement dans le match, Ouais, ça va être dur. Ça va être dur, ça aussi. Ça va être compliqué. Tu vas envoyer du Shepard, du Mathurin, tout ça. Et Mathurin qui est un très bon shooter de lancer franc. Donc même lui-même, quand il va rentrer, il va falloir qu'il soit agressif. De toute manière, c'est son rôle du côté des Pacers. Hein. Donc il y a plusieurs armes vraiment du côté des deux côtés. Isaiah Joe et Wiggins qui doivent être aussi plus performants à 3 points. Ça n'a pas forcément été le cas durant ces playoffs, surtout face à Denver. Voilà. Donc il y a une variété de joueurs, il y a une variété de stratégies auxquelles je pense qu'on peut vraiment se régaler au cours de ces finales, dont j'espère que les Pacers puissent l'emporter. Mais tu vois, je repensais aux fautes. Tu pétais des câbles sur Donovan Mitchell qui avait des fautes, alors là, là tu vas encore plus péter des câbles, je pense, avec Shai. Ouais, mais c'est une arme. Hein. C'est une arme pour le Thunder de pouvoir ralentir le jeu aussi du côté des Pacers, puisque c'est une des clés majeures. Il a combien de lancers francs, lui? Il a 85%. Mais 9 faisons par confiance match. à Rick Carlisle, hein, parce qu'à mon avis, il sait qu'il a affaire peut-être à la plus grosse défense de la ligue. Il est capable de nous sortir des surprises sur le fait à ce que vous nous attendez de cette manière-là, mais on est capable de produire aussi une alternative qui peut déranger le Thunder, voire n'importe quelle équipe de la ligue. Ça a pu le prouver. Les gars, bon, faire l'épisode. C'est Allez, un Maps. petit. On va finir sur un petit prono. Ouais, Maps, donne ton prono. À première vue, j'aurais dit 4-2, ok, si. Voire même 4-1. Moi, j'étais parti sur un 4-1, tu vois. Et au fur et à mesure de l'épisode, je me rends compte, en fait, que les Pacers, s'ils arrivent à déployer leur jeu, comme on a, avec tous les points qu'on a évoqués, ça va être très compliqué. Ça va être dur aussi pour OKC de les freiner par rapport à ça, tu vois. Et moi, je partirais sur un... Dans tous les cas, je vois OKC gagnant à la fin. Mais je pars sur une série longue avec un 4-3 OKC. Ouh.
Après, tu vois, ça peut être des séries courtes, mais avec des scores très très serrés, comme on a pu voir Ouais, sur d'autres séries cette année. mais là, Aussi. ça me donnerait quand même. Parce que aller gagner dans l'Indiana aussi, c'est dur, tu vois. Donc, Mm. moi, je dirais 4-3 au KC quand même. Un petit game set là. Ça fait longtemps qu'on a plus de game set en Non, finale. non, non, arrête ça. Moi, c'est pas ce que j'espère tout de suite, donc tu vas pas commencer à te lancer dans tes trucs. À chaque fois que tu parles, souvent je l'emporte. Donc en vrai, parle, vas-y. J'ai juste dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un game set en finale. Hein, j'ai juste dit ça. Non, parle, parce que souvent ce que tu dis, c'est le contraire de ce qui arrive. Donc vas-y. Non, mais moi je rebondissais juste sur ce que nous disait Mapenda, c'est tout. Bah, donne ton prono, mon Quentin. Bah, en fait, je suis très hésitant sur le prono. Parce que j'hésite entre écouter ma tête ou pas. Parce que si j'écoute ma tête, je vais dire 4-2 au KC. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus d'armes. Déjà, juste au niveau du rebond, tu vois, les Pacers, ça me fait très très peur. Et je me dis qu'OKC sont quand même très très forts pour te limiter à 3 points. Et c'est une des armes principales des Pacers. Donc j'ai très peur sur ces aspects-là. Même si je suis d'accord sur le fait que Carlisle va s'adapter. Offensivement, il va s'adapter, ça, y a aucun souci. Le mec a assez d'expérience, assez de bouteilles pour savoir s'adapter à toutes les situations. Mais ça me fait vraiment peur au niveau du rebond, c'est vraiment ça qui me fait peur. Puis je me dis, bah, en fait, en face, t'as Shai en face. T'as Ouais. Shai, est-ce que ça va être digne des mecs qu'on a déjà vu en finale avant, hein, des Giannis, les LeBron, les Jordan, c'est où le mec il a déjà un énorme niveau. Il va encore passer une étape, tu vois, je me demande. Mais c'est un très bon sujet que tu viens d'aborder, mon Quentin, parce que là, il serait temps aussi de parler des joueurs majeurs de cette équipe qui doivent se sublimer lors d'une finale NBA, en fait. C'est là où c'est le moment de montrer leur véritable statut dans la ligue et dans l'histoire, de créer leur légende, de créer leur héritage. Ça commence en playoff, mais ça se sublime justement lors des finales NBA et le terrain est parfait pour SGA de pouvoir s'imposer dans la grande ligue. On a parlé du début du podcast avec Zion, avec Anthony Edwards à un petit moment, qui a tout le temps également pour pouvoir s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est que la tête de liste de toute cette nouvelle génération, c'est SGA. C'est lui aujourd'hui le MVP en titre. En tout cas, il vient de le remporter. Donc là, les finales NBA, c'est la cour royale pour pouvoir montrer que je fais partie des très, 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 très grands. Après, de l'autre côté, tu as un autre bonhomme qui, en effet, on l'a bien dit au début du podcast, est un joueur d'une très grande qualité, d'une propreté, le meilleur meneur-distributeur de la ligue. Moi, selon moi, il reprend un petit peu le flambeau d'un espèce de Rajon Rondo sur ce type de profil à la passe. Et en plus de Rondo, il s'est shooté. Ouais, Chris Paul, quoi. Pardon? Chris Paul, t'aurais pu commencer par là. Oui, voilà, exactement. Du Chris Paul, sauf qu'il défend moins bien que Chris Paul. Ouais. Donc, vraiment moins bien. Même si Tyrese Haliburton en défense, il a des petites fulgurances comme ça qui sont intéressantes. Mais pour revenir sur le sujet des finales, c'est le moment de step up psychologiquement dans sa conscience pour vraiment rentrer dans la peau de se dire je suis en finale NBA sans mettre de pression. Je sais jouer au basket. Simplement, c'est que là, il faut que je sublime tout ce que je sais faire déjà de base. Et le meilleur élément à entendre par rapport à ces éléments-là, c'est bien entendu Shai Gilgeous-Alexander. Maintenant pour Tyrese Haliburton, pour montrer... Non, je pense qu'il devrait même s'appuyer sur le regard négatif qu'on a de lui. Et tout récemment, avec le non-titre de ses MVP des finales à l'Est, par exemple. Donc, il doit s'appuyer sur toutes ces petites configurations négatives qu'il a autour de lui, cette hype négative qu'il a autour de lui, pour montrer véritablement, c'est moi le boss. Donc à toi, mon gars. 4-2 Pacers. Voilà mon pronostic. Tu vois, j'ai moins de... Enfin, je sais pas, j'ai moins de certitude sur le fait que Haliburton va se sublimer que Shai, tu vois, je sais pas. Bien sûr, mais tu as raison. Tu vois, genre, Haliburton, tu sais, il continue d'être en 20-10. Ouais, tu vois, ouais, je pense qu'il peut continuer d'être en 20-10, mais est-ce qu'il pourra faire plus que ça, plus niveau stats, plus niveau jeu? Quentin, je sais pas. Quentin ne t'embête même pas. Faire 20-10, c'est un fait. Mais maintenant, il faut voir comment ils se sont produits, ces 20-10. À quel moment ces 20-10 se produisent. C'est pour ça que je disais stats et dans le jeu. Exactement. C'est-à-dire que tu as des shoots, tu as de la passe, tu as des défenses qui psychologiquement marquent ton équipe et l'équipe adverse. Eh ben, en finale, ça fait x-triple ce genre de configuration. Donc c'est là où les 20-10 dont on parle de Tyrese Haliburton, en termes de propreté de jeu, doivent encore plus se sublimer. Et Dieu sait qu'il a une superbe opposition pour pouvoir montrer qu'en fait, que je suis vraiment un meneur de jeu all-time. C'est le moment. Et en vrai, hein, c'est pas...
comment on appelle ça? C'est pas vraiment une surprise de voir les Pacers en finale NBA, hein, parce qu'ils font finale de conf en 2024, ils font finale également de la Coupe de la Ligue en février, même si c'est une coupe que beaucoup négligent. Mais c'est quand même les Pacers qu'on voit. C'est eux qui sont là. Et en plus, ils vont en finale de Coupe de la Ligue NBA Tournament là, en décembre, avec la même configuration de jeu qu'on voit actuellement. Donc, ils s'appuient sur ils ont une certaine identité de jeu, et c'est avec celle-ci qu'ils vont en finale NBA. C'est avec celle-ci qu'ils sont allés en finale de conférence. Attendez, wesh. Donc, rien n'est volé pour eux. C'est le moment. Et après, le dernier point qui m'inquiète un peu pour les deux équipes cette fois, ça va être au niveau des lieutenants. Est-ce que Jalen Williams, du coup, l'année dernière, c'était pas ouf. Cette année, rien à redire. Est-ce que ça va continuer en finale? J'espère pour lui, hein, mais... J'espère que non. Ouais. Après, j'ai pas envie de voir OKC champion, donc je dis j'espère pour lui, pour être poli. Non, oui, bien sûr. On avait compris que tu n'aimais pas OKC, mais en toute objectivité, pour Jalen Williams, il y a clairement le moyen à pouvoir s'exprimer comme il le fait. En fait, le gros problème de Jalen Williams, c'est qu'il a beaucoup forcé, notamment sur les demi-finales de conférence en attaque. Il a beaucoup forcé. Sur les finales de conf, il a été beaucoup plus fluide. Il est allé sur ses spots, surtout, dont on sait qu'il maîtrise, qui sont à mi-distance, entre le mi-distance et les 3-4 mètres. Il a été extrêmement performant dans cette position-là. J'espère pour les PSS qu'ils ont analysé de ne pas mettre Jalen Williams dans cette situation-là parce qu'il va être très performant, sans compter que Jalen Williams a un bon handle. Il a de la main. Il a du dribble. Après, par contre, tu vois... En plus, il a de la taille. Donc, Après, tu vois, il y a un truc où je mettrais les Pacers sont favoris sur cette série. Ça va être un peu au niveau des role-players. Sur l'efficacité des role-players, l'impact qu'ils vont avoir, tu vois. Parce que j'ai plus confiance dans les role-players des Pacers, tu vois, genre les Topin, les Nesmith, ouais, je pense que je peux compter Nembhard dans les role-players. J'ai plus confiance dans ces gars-là que dans les Aaron Wiggins, Isaiah Joe. Tu vois, j'ai plus confiance du côté des Pacers que d'OKC sur ce point-là. Donc en fait, je suis un peu séparé entre... J'ai plus confiance dans la star d'OKC pour faire une énorme série, mais j'ai plus confiance dans les role-players des Pacers pour faire la bonne série. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, sans compter qu'également le Thunder a également des role-players qui peuvent être intéressants. Hein. Ça a été le cas lors de la saison régulière, lors du premier tour, donc avec les Grizzlies. Ils ont beaucoup souffert avec Denver. On ne s'est pas forcément appuyé sur eux face aux Wolves, c'est vrai. Mais en vérité, je pense que le Thunder est peut-être l'équipe qui est capable de faire du mal aux role-players des Pacers, notamment pour ceux qui sortent du banc. Ouais. Là, il peut y avoir une confrontation qui peut être vraiment... En fait, le Thunder a des joueurs assez mobiles qui sont capables de suivre le rythme physique qu'imposent les Pacers. En fait, ils peuvent courir. Et quand tu sais courir face aux Pacers, il vaut mieux que tu saches le faire et que tu puisses l'utiliser parce qu'en fait, ils vont te créer des décalages. Ils vont te le faire. Ce qui va être intéressant pour le Thunder, ça va être de bloquer, comme je l'ai dit, les couloirs de passe. Et même à la main, quand tu vas vouloir monter pour aller sur l'autre rang du terrain, de mener une pression tout de suite sur Tyrese Haliburton et McConnell. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est pour ça que Luxendort, lui, ce rideau-là, pour le passer, va falloir le faire. Je sais que tu l'aimes pas, mais il va être très important sur son rôle défensif extérieur. Ouais, bon. Je vais donner les pronos, bon. T'as du mal, oh là là, mon Quentin, t'as du mal, oh, c'est dur. Non, ça va être un peu plus... J'ai essayé d'être objectif avec moi-même pour une fois. Même si je préférerais voir les Pacers remporter le titre, je pense que OKC est encore une petite marche au-dessus. Ouais. Je pense que ça va quand même être serré. Je pense au maximum, tu auras un match avec un vrai écart et je pense que les autres vont être vraiment serrés. Et je dirais que ça se finit en 6. En 6 pour OKC. Ok, 4-2 pour toi, Thunder. 4-2 Thunder face aux Pacers. Ok. Avec un seul vrai écart, tu vois, puis après que des matchs assez serrés, quand même, maximum 5. Allez, entre 5 et 7 points d'écart maximum. Maximum. Non, ça va être intéressant. Parce que les configurations, en tout cas en saison régulière, elles ont été très claires. La première rencontre, on s'est fait balader. C'était avant janvier 25, où on s'est clairement relancé. Le match était plus intéressant, on va dire, après, sur la deuxième partie de saison, lors du match retour. Mais le Thunder, objectivement, est une équipe qui nous est supérieure.
en tout cas de ce qu'elle a produit en termes de cohérence de jeu, en termes que ce soit en attaque ou en défense. Maintenant, je pense que les Pacers sont dans une véritable lancée parce que c'était attendu par personne qui puisse performer comme ça, même par eux-mêmes. Et j'aimerais terminer ce podcast en affirmant ma jouissance, ma satisfaction en tant que supporter d'Indiana, parce que les Bucks nous ont pris pour des cons, les Cavs n'en parlons même pas, sauf Donovan Mitchell, où là j'aimerais quand même lui donner le petit brin de soleil des playoffs, où il a dit clairement au public des Cavs, ne le clashez pas, calmez-vous les gars. Arrêtez, calmez-vous les gars, parce qu'il connaît ses quemés. Lors des previews des demi-finales de conférence Est, Cavs Pacers, Donovan Mitchell a dit attention, ces mecs-là, ils le font tout le temps. Parce qu'on lui a posé la question sur ce qui s'était passé au premier tour avec les Pacers qui remontent au score et qui scorent comme des malades. Eh ben, Donovan Mitchell a dit ils le font très souvent. Et après, tu as ce shoot exceptionnel de Tyrese Haliburton qui vient mener le 0-2, on le sait très bien. Et ensuite, la balade. Mais lors des finales, et je vais terminer par là, mon Quentin, avant que tu puisses reprendre la main, les Knicks. Je me suis jamais... En fait, les battre, j'adore battre les Knicks. Parce que 2000, 2013, 2024, 2025, ça fait 3 séries de suite qu'on vous gonfle vos gueules. Ça fait 3 séries de suite qu'on est vraiment au-dessus, les gars. Et en plus, ils nous insultent, ils jettent des poubelles, ils jettent des détritus sur un mec du supporter des Pacers dans les rues de New York, ils font les mecs, Nick 7, mais vous êtes pas starbés, les gars. Vous avez pris vos sens. On vous a gonflé. Bro, comment ça fait du bien de frapper ces bolos. Parce que dans la tête de toute cette ligue, et bien entendu des Knicks, ils se considèrent supérieurs aux Pacers à cause de la demi-finale de l'an dernier, 2024, où en effet ça s'est joué à rien et se sont appuyés sur le fait que Brunson s'est blessé, DiVincenzo s'est blessé, c'est pour ça qu'ils ont gagné, gros, il s'est passé quoi cette année? Voilà maintenant. Donc non, c'est pour nous les gars. Bah, j'espère pour toi. J'espère pour toi. De toute façon, dans tous les cas, on aura un nouveau champion. Parce que très clairement, le titre des Sonics doit rester à Seattle. Hein. Oui. Même s'il est techniquement compté dans le palmarès de OKC. Voilà. Ouais, parce que c'est la franchise, ouais. Mais... On va laisser ça de côté. Merci. Et voilà, dans tous les cas, on a tout ce qu'il faut pour avoir une très belle finale. Absolument. C'est peut-être même les finales qui peuvent être les plus intéressantes depuis 2022, j'ai envie de dire. Ah ouais, t'avais mis les finales 22 Warriors En fait, Warriors Celtics, c'était plus intéressant que les 2 dernières finales. Parce que 2 dernières finales, il n'y a pas eu de finale. Les Mavs, ils se sont fait taper. Ils ont gagné un match. Et tu vois, plus j'y repense à ce match-là, plus je me dis, où les Celtics, ils jouaient vraiment très très mal quand ils ont perdu ce match. Et je me dis, en fait, les Celtics, ça se trouve, ils ont fait exprès de perdre un match pour gagner le titre chez eux. C'est possible. Il y a moyen. Quand il y a eu Nuggets Heat, on se disait, peut-être le Heat, machin, puis Spoelstra, tout ça. Le Heat, ils se sont fait gonfler. Celtics Warriors, les Celtics, ils se sont fait gonfler. Mais le début de série était quand même intéressant. Les 2 équipes étaient quand même un peu au coude à coude. C'est sur la fin de série où ça s'est effondré. Donc c'est pour ça que je vais retenir 2022. Puis bon, au pire, on enlève 2022, puis on met 2021. Ou là, 2021, on a eu de très grandes finales quand même. On a eu de belles finales, c'est vrai, avec les Suns qui s'étaient très très bien battus. Mais soyons clairs, hein, cette ligue, la finale NBA, c'est un monde qui est à part. Ouais. Déjà, franchement, en tant que joueur NBA, en faire partie, tu peux te considérer comme étant fier de tes performances. Parce qu'on est arrivé là, Dieu sait que c'est difficile. Quand on sait qu'il n'y a que 400 places déjà dans la ligue, pour que tu aies un contrat NBA au cours de l'année, arriver en finale NBA, vaut mieux pour toi tout donner parce que tu n'es pas sûr d'y revenir. Ouais. Je pense qu'on peut conclure sur cette très belle phrase bien philosophique de notre cher Damas. Oui, merci mon Quentin. Donc voilà, cet épisode du coup va sortir le 4 juin. Et le 4 juin, c'est le début des finales NBA. Hein, donc là, pour vous, 8h du matin, le podcast va sortir. Et le soir, vous pourrez commencer à regarder le Game 1 qui se déroulera du coup à OKC, forcément. Ouais. Et voilà, puis on espère une belle série. Pas de série comme là, justement, ce que je disais, les Mavs. Tu veux pas de ça?
Ah non, mais moi je veux une finale NBA où ça se joue, tu vois. Je veux une finale NBA où les deux équipes se rendent coup pour coup. Tu vois, je veux pas une PSG Inter, tu vois, où le PSG ils sont arrivés, ils ont ah bah c'est l'Inter, tu vois. Ouais, pas photo. Hein. Je veux comme un peu à l'ancienne, tu sais, quand on avait les Spurs Heat là en 2013, Ouais. les Warriors Cavs en 2015-2016, tu vois, tu sais, les trucs un peu comme ça, tu vois, où ça se rentre dedans. C'est une finale, hein. Donc voilà, moi j'espère ça. J'espère, même si j'ai donné au KC gagnant, j'espère que l'autre CRS de Lugensdort ne verra pas la couleur d'une bague. Ouh. Donc voilà, Ali Burton, s'il te plaît, tu nous fais du 30 points, 6 rebonds, 12 passes sur la série, et puis on sera content. Eh ben, c'est dit. C'est dit. Je l'espère bien, moi aussi. Bah, je sais que t'espères. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Ce sera tout pour cet épisode de Forever. On vous dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. N'oubliez Yes. pas que la vie est une fête. Et Damas, on connaît son petit mot de la fin. Ça va être Pacers win. Absolument. Pacers in 6. Pacers in 6. Et voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.